Bonjour à tous et bienvenue dans Culte Clip pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et je suis avec l'ami bonheur, l'ami chaleur, l'ami estival. La mise à jour. Oui, tout à fait. Et du coup, je suis avec l'ami Ker qui vous a préparé un dossier, car je le rappelle, Ker est le spécialiste français du box-office d'été. Et du coup, il va nous parler un petit peu des sorties cinéma, séries qui sortent en France et dans le monde cet été. Et de son œil avisé de spécialiste qui a vécu comme ça de très nombreux étés. De très nombreux étés. Vous savez, le buisson ardent. Il n'était pas dans l'aventure biblique, mais il était sur le côté, quoi. Il était pas loin, il était déjà en train de faire un point sur le box-office à l'époque des tablettes. C'était avant les films. Et du coup, Ker, eh bien, qui est donc le numéro 1 sur les sorties de l'été, eh bien, mon cher Ker, qu'est-ce que tu veux nous dire sur eh bien, ce qui peut sortir cet été ? Voilà, alors bonjour à tous, magnifique intro mon cher Greg. Alors dans cette vidéo, en fait, ça va être une vidéo détente où on va revenir sur les gros films qui sortent donc cet été et aussi les grosses séries, qu'est-ce que vous allez avoir, vous mettre sous la dent cet été. Alors on va prendre les très gros trucs pour voir un peu ce que Hollywood et puis le gros cinéma français, s'il y en a, je me rappelle plus. Oui, c'est très sérieux. Et ce qu'ils nous ont prévu, quoi. Donc et alors à chaque film, je vais demander à l'ami Greg et puis à Daniel et à vous bien évidemment dans les commentaires si c'est un film qui vous intéresse ou pas. Donc voilà, imaginez un peu le truc. C'est l'été, il fait chaud, vous êtes à la mer, vous êtes donc à Dunkerque, l'eau est à 11 degrés. Vous êtes là en train de nager, c'est super, vous vous relevez, vous enlevez le sac plastique qui s'était mis sur votre épaule après avoir été ingurgité et rejeté par un thon au large des côtes, et vous avez envie d'aller vous faire un petit ciné comme ça, tranquille, avec votre billet de 20 €. Alors bien évidemment, ça n'est pas assez pour avoir du popcorn aussi, vous sortez la carte, vous êtes enfin en salle, qu'est-ce qu'il y a à se mettre donc sous la dent, et c'est parti pour les sorties. Alors comme on est encore en mois de juin, on va terminer quand même sur un ou deux films du mois de juin, dont un qui est sorti, mais j'avais quand même envie d'en parler. C'est 28 ans plus tard, mon cher Greg, qu'on peut mettre dans les films de l'été. 28 ans plus tard, donc de Danny Boyle, avec cette fois pas de Cillian Murphy, mais si vous avez regardé que récemment, Cillian Murphy reviendra dans la partie 2 et la partie 3 de 28 ans plus tard. Et au casting, on a Aaron Taylor Johnson, qui est d'ailleurs, on peut lire dans les rumeurs, le favori pour être le futur James Bond. On a Jodie Comer aussi, l'héroïne de Killing Eve notamment, qui est une excellente actrice, et Ralph Fiennes. Donc voilà, c'est 28 ans après l'apocalypse zombie qui a été traité déjà par Danny Boyle en 2002 dans 28 jours plus tard, puis ensuite dans 28 semaines plus tard. Film qui a d'excellentes critiques. Est-ce que ça, c'est un truc qui te chauffe, mon cher Greg, 28 ans plus tard, qui te chauffe aussi, toi, Daniel, de votre côté, là-bas? Vous en pensez quoi? Eh bien, je suis du même avis, du même tempérament que Daniel, et pas du tout. Eh ben moi je suis très intéressé par ce film, j'ai hâte d'aller le voir. Alors d'abord parce que c'est le genre de film que j'aime bien, puis les critiques surtout sont très bonnes, et apparemment Danny Boyle, aidé par Alex Garland au scénario, Alex Garland c'est le réalisateur de Civil War, a fait un film qui apparemment, alors bien évidemment si ça n'est pas mon avis une fois que je l'ai vu, bah tant pis, mais là je me base sur ce que j'ai pu lire à droite à gauche, a fait un film qui en plus a une double lecture très intéressante, donc liée notamment à la situation du Royaume-Uni avec le Brexit, etc. Donc très intrigué par celui-là. Il y en a un, je vais aller très vite, mais il faut quand même le citer parce que ça fait partie des gros films d'Hollywood, même si il n'a pas un énorme budget et qui va pas rapporter énormément. C'est un film qui, le premier a fait parler, c'est bien évidemment Megan, et la suite Megan 2.0, avec donc le retour de Megan, donc cette poupée à intelligence artificielle tueuse. Je suppose, alors peut-être que vous dans les commentaires vous allez défendre Megan 2.0, je pense sans pouvoir me tromper là que du côté et de Daniel et de Greg c'est niette, hein. Megan 2.0 on n'y croit pas trop. Attends, il y a quand même une réaction de la part de Daniel, je plus soi, qui dit vraiment on s'en fout. Oui. Pareil pour moi, surtout que j'avais été relativement déçu du premier, que je trouvais un peu surcoté.
Voilà, il y en a un qui par contre va bien évidemment te faire réagir, mon cher Greg, c'est F1 qui sort le 25 juin, donc qui est déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Réalisateur Joseph Kosinski, donc le monsieur qui a fait Top Gun Maverick, avec Brad Pitt dans le rôle donc d'un ancien pilote de F1 qui veut revenir, histoire donc d'aller gagner, je crois, un nouveau titre. Et surtout d'aider donc un jeune pilote qui débute. Il y a également Javier Bardem au casting. T'en penses quoi de F1, mon cher Greg? Est-ce que ça, c'est un film qui fait partie vraiment de tes gros films de l'été? Alors oui, la réponse est oui, bien sûr. Et c'est aussi parce que c'est le réalisateur de Top Gun Maverick qui va essayer sans doute de réitérer l'exploit qu'a été Top Gun Maverick autour de la réalisation pour faire des plans impressionnants filmés réellement en essayant d'avoir peu de trucage et trucage numérique évidemment. Et Daniel dit non, sauf pour les muscles de Brad Pitt. Ok, c'est vraiment un argument fallacieux. Qui était le tien dans ta vidéo news. Et du coup, j'espère que sur la réalisation, il va avoir inventé des nouvelles manières de filmer la F1 et que ça donnera des plans stylés. Moi, je pense que c'est un des films qui peut le plus nous en mettre plein la tête en réalisation pure de cet été. En spectacle. Ça me fait un peu penser à Gran Turismo qui est sorti il y a 2 ans et qui était aussi un film d'été et qui était très spectaculaire. Il avait plein de défauts, mais il avait au moins cette force-là avec lui qui était d'être un film spectaculaire, un film pour le coup popcorn. Donc pourquoi pas, moi aussi je suis chaud pour F1, c'est pas le film que j'attends le plus de l'été, mais chaud bien évidemment. C'est terminé pour les films du mois de juin que je voulais évoquer. On va passer tout de suite au mois de juillet avec alors là c'est pas un très gros... Si, le casting, c'est un très gros casting. La réalisatrice, c'est quelqu'un que j'admire énormément. J'avais envie d'en parler. C'est une comédie, une romance, hein, on va dire, qui s'appelle Materialist, avec Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans. C'est l'histoire... Bon, ça a l'air... là, dit comme ça, c'est Cucu la praline. C'est une femme qui se lance dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est très riche, mais qui continue d'avoir des sentiments pour un acteur un peu loser. Le truc là présenté comme ça, c'est même pour moi c'est niette. Le truc, c'est que la réalisatrice, c'est Céline Song, et Céline Song, c'est qui? C'est celle qui a fait Past Lives, qui était pour moi l'énorme coup de cœur de l'année 2023, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Et qui était un pur bijou. Si vous n'avez pas vu Past Lives, sautez sur ce film. Et du coup, forcément, si elle fait un nouveau film derrière, je vais être extrêmement intrigué. Oui, non, ou je passe à la suite. Attends, Daniel me dit les gros muscles de Brad Pitt. Quoi? Ah, je suis intéressé par les gros muscles, mais de Pedro Pascal. Et il y a Chris Evans aussi. Hein. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai rien contre une bonne comédie romantique, mais là, ça a l'air trop fleur bleue. J'ai vu le trailer et tout, ça a l'air d'être trop mélo-mélo. Il faut se méfier, hein. Vraiment, Past Lives, c'était vraiment un pur bijou. Très très gros film de l'été qui sort le 4 juillet, donc c'est Jurassic World Renaissance, donc en VF, Rebirth en VO. Donc un nouveau Jurassic World. Alors oui, ils avaient dit qu'après Dominion c'était terminé, mais là ils ont dit qu'ils revenaient avec, ils avaient compris, ils coupaient avec les 2 anciennes trilogies, qui faisaient quelque chose de foncièrement différent. Et c'est vrai que là, avec les premières images, on peut pas vraiment être convaincu de tout ça, mais il y a des éléments quand même qui marchent en faveur de ce nouveau Jurassic World. Déjà, c'est qu'il y a des dinosaures, bien évidemment, mais il y a aussi Gareth Edwards, bien évidemment, à la réalisation. Gareth Edwards, c'est quand même un super réalisateur, notamment Rogue One, il avait fait Monster, etc. Enfin, c'est un très bon. Sky Johansson est la nouvelle tête d'affiche de la franchise Jurassic World. Elle porte vraiment le projet sur ses épaules, puisque Jonathan Bailey de Bridgerton est quand même un peu plus en retrait. Joe Rupert Friend de Homeland, super acteur dans Homeland, mais j'ai
très peur de son rôle dans Jurassic World quand on voit un peu le pitch qu'il a au niveau de son rôle. Mahershala Ali est également présent. Voilà, moi franchement oui j'ai envie. Dans la vidéo news toi tu disais non, donc toujours non ou... En vrai, Daniel dit pour les gros muscles du T-Rex. Non, c'est bon, les gros muscles là, vas-y, concentre-toi. Alors, du coup, moi il me chauffe pas. Les trucages ont l'air d'être cata. On est vraiment sur la bouillie de pixels, de tout a été fait en fond vert. Oh, je te trouve très dur. T'as vu l'extrait avec le mosasaure ou pas? Bah, je crois que ouais. Et je crois que c'était moyen. Ah, moi, j'ai trouvé que pour le coup, ça envoie. J'ai regardé 2 trailers différents. Je sais pas si c'était dans mais là, un troisième. Non, je parle d'un extrait. Je parle d'une scène de 1 minute 30. Ouais, bah là, ce que Daniel va afficher. Attends, est-ce que si Daniel affiche ça... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est cette scène-là. Moi, je la trouve très réussie. J'attends ce Jurassic World Rebirth et je tiens à souligner qu'à mon avis, sera un des plus gros succès de l'été. Vous allez me dire, oh là là, tu vraiment, tu prends des risques. Oui. Non, j'en prends pas, bien évidemment, mais celui-là, j'y crois. Est-ce qu'on enchaîne, mon cher Greg ? Vas-y. Ah bah, il y a un très gros film qui sort le 9 juillet. Superman, réalisateur James Gunn. C'est le lancement sur grand écran du nouveau DCU, donc chapeauté par Safran et James Gunn, avec donc un nouveau Superman, Adios Henry Cavill, bonjour David Corenswet, Rachel Brosnan dans le rôle de Lois Lane, on a Isabella Merced qu'on a vu en Dina dans The Last of Us récemment, qui va jouer Hawkgirl, voilà, il y a également Nicholas Hoult en Luthor, enfin il y a un gros casting, il y a Nathan Fillion aussi, le film de tous les dangers pour Warner, pour Gunn, pour DC. Si c'est le mur, si c'est un échec à la The Flash, ça va être extrêmement compliqué d'imaginer une suite pour DC, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que t'es emballé par ce Superman après pléthore de trailers, de communication sur le film? Là, ça y est, on y est, le film approche, ça va être un des grands événements de l'été. C'est un rendez-vous que tu attends ou pas plus que ça? Alors je suis encore une fois du même avis que Daniel qui dit celui-là j'ai très peur. Moi celui-là j'ai très peur. J'ai vu beaucoup de trucs qui sont là où j'aurais voulu qu'on continue sur un Superman mature, mais qui représente l'espoir et tout. On a la teneur que l'espoir représente, que Superman représente vraiment l'espoir, le fait d'être bon pour toujours, tu vois, ne pas pouvoir se faire corrompre. Donc tout ça c'est super, ça c'est vraiment super et j'ai hâte de voir ça au cinéma, d'avoir un film positif et tout, c'est un peu la promesse qui a été faite et ça me chauffe énormément, mais il y a un gros mais, c'est que on a vu beaucoup de costumes qui ont l'air hyper nazes. On a vu le chien crypto qui a pas l'air d'être super bien fait. Les moments et tout. Les costumes, il y a beaucoup de trucs qu'on voit. L'histoire, on a vu beaucoup de bouts du film différents qui laissent à donner l'impression qu'on a tout vu et il y avait rien qui était dingue. Les grosses créatures, le gros kaiju, il manque complètement de charisme. Franchement, j'espère que je vais l'aimer. Moi, mon film préféré de Superman, c'est Superman All-Star de 2011, si je ne me trompe pas, et qui est vraiment le film, déjà qui a une BO de Maboul. Faut vraiment, si vous ne connaissez pas la BO de Superman All-Star, c'est un film d'animation, hein, je le précise. Et le truc, c'est que, mais concrètement, c'est parce que c'est le moment où Superman représente le plus son côté héros pur et totalement pur en tout. Et donc ça me plaît beaucoup. J'ai juste peur que tout le reste soit trop mal fait, quoi.
On verra. Je te trouve très dur avec J'ai trop avec peur qu'il y ait les plein costumes. de blagues à la James Gunn qui viennent polluer le truc. Mais t'aimes pas les blagues à la James Gunn? T'as pas aimé les Gardiens de la Galaxie par exemple? Le 1, oui. Bah, les c'est autres, James Gunn. le 2, oui, bien sûr, mais depuis le 2. Mais Peacemaker. lourdeau. Peacemaker, excellent. Ok, Le spécial Suicide Noël. Squad de James Gunn était très bien. Moi, bof. Non, moi je le trouve Il très était bien, mais les blagues, elles étaient disruptives. Elles venaient gêner Alors, l'histoire. Moi, dans le les trucs spécial qui, Noël, qui me horrible. rassure. Non, mais il a fait des trucs pourris. Et là, sur le spécial Noël, il Mais était de sur le plus départ, en plus, plus on avance dans le temps, de plus en plus. C'est-à-dire que Bah le non. premier Gardien Bah. des Galaxies est meilleur que le 2 et le 3 pour moi. Bah non, et là pas, où le pas- 3 est excellent, c'est dans les moments tristes. Les derniers trucs qu'il a fait, James Gunn, je les trouve très bons. Peacemaker et Creature Commando. C'est très bien tout ça. Donc moi, je suis rassuré déjà par Creature Commandos, déjà qui est le vrai début du DCU, qui m'a étonné sur plusieurs épisodes. Il y a aussi quand même des choses qui sont... Tu parles des costumes qui font flipper et tout. Depuis le début, tu parles des costumes et tout. Par exemple, tu prenais l'exemple de l'ingénieur et tout. Bah, c'était des photos de tournage. On a vu là l'ingénieur dans des extraits. Ça n'a pas du tout l'air catastrophique. Donc là, niveau costume, moi, je vais lui laisser le bénéfice du doute, on verra bien. Le ton peut être étonnant, et notamment la manière de traiter Superman, où on va pas avoir un Superman biblique comme on a eu avec Cavill et Snyder. On va plutôt avoir un Superman qui veut, lui, plus humain, plus proche de ses parents, avec une relation plus étonnante avec Lois Lane. Et puis, il y a un truc qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est c'est pas une origin story. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet apparemment, avec notamment une confrontation directe dès le premier film avec Lex Luthor. Et ça au final c'est plutôt pas mal. Donc non, moi je suis intrigué, vraiment intrigué. J'ai aussi comme toi beaucoup de doutes. Mais j'ai confiance en James Gunn parce que quand il fait des films avec une équipe, donc en l'occurrence je parle d'équipe de personnages parce que là dans ce film Superman il n'y a pas que Superman, et ben je trouve qu'il le fait bien, et le meilleur exemple que j'ai à citer là en dehors des Gardiens de la Galaxie c'est Peacemaker, donc qu'on évoquera un peu plus tard dans la vidéo, mais donc on verra, mais je suis pas aussi inquiet que toi. Par contre un film qui arrive le 16 juillet, sortez votre agenda, bien évidemment. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais il faut sortir son agenda. Hein. Le 16 juillet, souviens-toi, l'été dernier, reboot donc du slasher sorti en 97. Souviens-toi l'été dernier, rappelez-vous, hein, qui faisait suite au succès de Scream. On a eu Souviens-toi l'été dernier, puis en 99, on a eu Urban Legend, etc. etc. Donc là, on retrouve Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., mais dans des petits rôles. Le rôle principal est tenu par l'actrice de série, je crois que c'est The Outer Banks, qui s'appelle Madeline Klein. Ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas du tout, en sachant que moi je suis relativement friand de ce genre de film, que j'avais vu Souviens-toi l'été dernier au cinéma, et celui-là, littéralement, j'en ai rien à carrer. En fait, c'est typique les films qui, s'ils sont bien... Moi, j'ai énormément aimé le premier Destination Finale. C'était un super... c'était un été du cinéma. Un printemps du cinéma, pardon. Et franchement, c'était super chouette à aller voir. Et Daniel dit pas du tout. Donc, quand ils sont bien, les slashers, moi, c'est cool. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu des... Mais j'irai pas en fait, Tu vois, j'irai pas... Les Scream, j'avais vraiment kiffé et tout. Le premier était excellent. J'irai pas en premier jour. J'irai voir... J'attendrai de voir comment sont les premiers retours. Pour les enfants, mais je vais le passer parce que sinon la vidéo va durer 3 jours. Le 16, on a les Schtroumpfs qui est très attendu aux États-Unis. Peut-être on verra en France comment ça va tourner. Le 16 aussi, on a la sortie de Eddington, qui est le nouveau film d'Ari Aster, ou Aster, je ne sais pas comment on dit, donc le réalisateur, notamment de Midsommar, avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, au casting, et un pitch étrange. On est en plein Covid aux États-Unis à Eddington, et il y a
l'opposition entre le shérif et le maire de la ville dans un contexte très particulier. Il était à Cannes. Les critiques, je crois, ont été assez sévères sur ce film-là. On n'a pas crié au génie comme pour Midsommar, par exemple, avec Florence Pugh. Ça te chauffe, toi, Aster, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, un film un peu qui change. Il y a Emma Stone aussi dans le film. Bah en fait le casting oui, en plus Emma Stone choisit particulièrement bien ses films. Donc je pense que ça peut être une bonne surprise cinéphile. Et c'est une actrice particulièrement douée. Hein. T'as dit quoi? Elle est particulièrement nulle? Non, j'ai dit particulièrement doué. Oui, donc je disais, moi je l'attends beaucoup ce Eddington quand même, il faut le reconnaître, même si ça fait pas partie des blockbusters de l'été, hein. Il fait pas partie de cette catégorie-là, mais un peu comme le petit film indé que je vais citer là, qui sort le 23 juillet, prenez votre agenda aussi. Les 4 fantastiques, First Step, premier pas en français, donc le Marvel de l'été. Le film lui aussi, alors si Superman est le film de tous les dangers, moi je suis persuadé que c'est aussi le Marvel de tous les dangers pour Disney. Pourquoi? Parce que ces 4 fantastiques, alors ils emballent, en effet, la bande-annonce a l'air chouette, le casting est travaillé, ils sont allés chercher un super acteur de The Bear, mais qu'on verra quasiment pas dans le film logiquement, puisqu'il joue la chose. On a Pedro Pascal, on a Vanessa Kirby qui est une excellente actrice, on a Joseph Quinn de Stranger Things. Donc voilà, le casting est soigné. Le hic, c'est que si vous regardez un peu le casting du précédent 4 Fantastiques, on avait Toby Kebbell qui était quand même un excellent acteur. On avait Michael B. Jordan, Kate Mara, on avait l'acteur de Billy Elliot, dont j'oublie toujours le nom. Il y avait un casting, voilà. Il y avait un réalisateur, Josh Trank, qui depuis a complètement disparu. Mais Matt Shakman n'est pas non plus une assurance tout risque. Donc il faut quand même dire que les 3 derniers films 4 Fantastiques ont été d'énormes échecs au box-office, y compris aux États-Unis, là où les 4 Fantastiques sont des comics très forts. Donc on est à un mois, un peu moins d'un mois de la sortie du film. Je trouve que sa promo est très discrète, vraiment. Aux US, il y a la blinde d'affiches, etc. Enfin, je trouve que c'est très discret. Je suis très perplexe. Toi aussi, mon cher Greg ? Oui, mais c'est peut-être, et c'est pas le sujet de la vidéo de vous spoiler ou de faire des théories sur les trailers, mais c'est peut-être le film qui va avoir un des trucs les plus marquants du MCU, peut-être dans son premier tiers ou première moitié du film. Oui, ça c'est de la théorie, et ça tombe, mais cet élément-là n'y sera pas du tout. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et on pourrait avoir un Marvel très très poignant. Donc on a eu des Marvel ces derniers temps un peu tièdes. Thunderbolt c'est un bon retour je trouve dans le truc. Mais Daniel me dit curieuse. Moi franchement je suis très curieux. Je suis très curieux et vraiment il y a tout en place pour que tu te dis le casting, cette histoire qui a l'air d'être très marquante. Ça peut être vraiment un gros Marvel coup de poing quand même. On verra. Alors l'été forcément dit film avec des requins et 2025 ne déroge pas à la règle avec la sortie le 23 juillet aussi de Dangerous Animals avec Jay Courtney qu'on avait vu notamment dans la mauvaise version de Suicide Squad. Acteur que je trouve assez mauvais, hein. Il faut le dire, ça a l'air d'être de la série B, mais bon, je le cite quand même parce que c'est le film des requins de l'été. Le pitch, c'est quoi? En fait, c'est un tueur en série dont le kiff, c'est en fait de kidnapper des gens et les emmener aux requins pour qu'ils se fassent manger devant lui. Donc, voilà, film d'horreur, à mon avis... qui a sa petite carte à jouer, j'ai envie de dire. Allez, pourquoi pas, le pitch change un petit peu de la classique maison avec une présence terrible et puis une famille qui vient d'emménager et qui comprend pas ce qui lui arrive, qu'on a vu 15 722 fois. Là, on l'a vu un peu moins de fois. En tout cas, le côté tueur en série qui vient nourrir des requins, moi, c'est un truc que j'ai envie de voir. Je suppose que toi, moins. C'est pas trop ton délire, ce genre de film.
Tout à fait. Du coup, ça va me permettre d'enchaîner très vite par un film sur lequel Daniel on va dit, non. on va aller très vite aussi sur le suivant, Dracula de Luc Besson, qui sort le 30 juillet, avec notamment Christophe Valls. Alors donc il y a un Luc Besson qui sort dans un mois, je n'ai rien vu passer dessus. Et toi, t'as vu passer des trucs sur le Dracula de Luc Besson ? Je n'ai rien vu. Après, le pitch peut être quand même extrêmement stylé. C'est-à-dire que un Dracula qui fait des compétitions d'apnée avec des Yamakasi ? Ouais. Avec des Yamakasi en banlieue. Non, apparemment c'est l'histoire de Dracula avant qu'il ne devienne vampire. Voilà. Donc on verra. Le même jour. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est champion d'apnée, quoi. Ouais, le même jour, il y a un très gros film d'animation qui est peut-être un des plus gros, si ce n'est le plus gros de l'été. Le premier avait été franchement une chouette surprise, c'est Ciné DreamWorks, ça s'appelle les Bad Guys 2, donc suite des Bad Guys 1. Donc voilà, si vous avez des enfants et que vous voulez aller au cinéma avec eux, c'est peut-être le film de l'été. Pour ça, autre truc, alors là j'enchaîne assez vite, hein, sinon on va pas s'en sortir. Freaky Friday 2, moi j'avais vu à l'époque on m'avait poussé à aller voir le 1, donc avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, j'étais catastrophique. Enfin j'étais pas le public, quoi. Là il y a la suite, bon voilà, ça s'appelle Encore dans la peau de ma mère. Donc cette suite là qui sort en août, et c'est le 6 août. Au même moment, il y a un thriller fantastique qui s'appelle Weapons, avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich. Gros casting pour ce film qui en fait a un pitch intriguant, mon cher Greg, puisqu'en fait c'est au cours d'une nuit, tous les élèves d'une classe disparaissent chez eux. Et pourquoi ? Donc ça, c'est un pitch très intriguant, tu vois, qui fait un peu penser, bien évidemment, à The Leftovers. Il y a un gros casting dans ce film. C'est Zach Krieger à la réalisation. Et ça, pour le coup, c'est un film qui me donne très envie. Et toi ? Pas du tout. Oh, ok. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à dire un petit peu si vous avez envie de voir ce film ou pas. Le 13, il y a un film avec Liam Neeson. Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? Alors, je vous avoue que... En fait, il va jouer le fils. Liam Neeson joue le fils de Frank Drebin, qui était le héros de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver Hollywood et tout. Je suis très intrigué par le délire, en sachant qu'au casting aussi, il y a Pamela Anderson. Pamela Anderson qui, maintenant... Alors, si c'était facile de se moquer d'elle jusqu'à l'année dernière et la sortie de The Last Showgirls, on ne peut plus, parce que elle a quand même un rôle extraordinaire et une très grande prestation dans ce film-là. Donc je doute quand même que dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde avec Liam Neeson, ou sur l'affiche il est en train de faire un grand écart comme Van Damme, je doute qu'elle ait un grand rôle, mais voilà, je vais rajouter le suivant, puis tu me donneras ton avis sur les deux en même temps. Karate Kid Legend, le nouveau Karate Kid, donc avec Jackie Chan, mais aussi un des acteurs de la série Cobra Kai. Moi, je me permets de dire que y a-t-il un flic pour sauver l'avion, sauver le monde. Moi, ça me chauffe énormément. Moi, les précédents m'ont beaucoup fait rire. Rien que le moment où il rentre chez lui, qui prend le brick de lait, qui le boit, qui le recrache, qui regarde et qui est périmé depuis 25 ans. Cette vanne-là, mais c'est tellement drôle. Enfin bon, bref, il y en a des tonnes comme ça dans les Yeti. Quand j'étais ado, alors c'était il y a bien longtemps, on n'était même pas dans le même siècle. Le truc, c'est que y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic ? Enfin, c'était que des trucs. C'était mon top de l'humour. Je trouvais ça oufissime. Avec des potes, c'était des phrases qu'on disait de milliers de fois. Enfin, c'était nos références de ouf. Entre ça et les nuls et les inconnus, c'était la totale. Et donc il y en a un autre qui sort. Écoute, je me vois pas ne pas lui donner sa chance. Surtout que il faut remarquer que Hollywood ne donne plus sa chance aux films, aux comédies.
Donc, Ouais. je suis très chaud de voir une comédie et de récompenser cette tentative d'avoir une comédie. Parce que c'est pas comme si on n'avait pas des raisons de vouloir se marrer en ce moment. Oui, il y en a quand même des comédies, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sont soit très violents, soit très sombres, mais bon, on a quand même de quoi se marrer. On va partir du très violent avec un John Wick-like qui sort le 13 août, aussi très attendu parce que le premier avait étonné. C'est Nobody 2, toujours avec Bob Odenkirk. Alors pour ceux qui ne voient pas, je suis pas sûr, mon cher Greg, que tu avais vu le premier. En fait, Bob Odenkirk, donc Better Call Saul, hein. Donc Saul Goodman. J'ai vu comme tout le monde la scène du bus. Bah voilà, en fait, c'est un mec qui est paumé, qui aime pas sa vie, et en fait, il se fait agresser, il éclate tout le monde, et en fait, un peu à la John Wick, on découvre que c'est un tueur, enfin, c'est un assassin professionnel. Donc là, on a la suite, c'est logique, le premier a eu un joli petit succès, on va dire d'estime, donc la suite est en chantier. Voilà, et l'affiche me fait marrer parce qu'elle me fait bien évidemment penser à une affiche de Breaking Bad et à Walter White devant sa piscine. Mais le 13, il y a un autre film qui est peut-être... Alors je regarde, qu'est-ce qui était sorti le 13 ? Il y a le flic, Karate Kid, Nobody 2 et donc le 13, pour moi, il y a un des films de l'été, incontestablement, en tout cas pour moi, hein. Et pour beaucoup de monde aussi, c'est Together, qui est un film de Michael Shanks avec Dave Franco et Alison Brie. Dave Franco et Alison Brie sont mariés à la vie, ils ont fait le film ensemble, c'est un projet de couple, et c'est un film d'horreur qui a l'air extrêmement, alors, un, dérangeant, mais deux, original, avec par exemple dans la communication, dans la manière de présenter le film, c'est aussi très original. Il y a par exemple le premier trailer, c'est juste une scène du film qui intrigue beaucoup. L'histoire en gros, c'est un couple déménage dans une maison et depuis qu'ils sont dans cette maison, ils ont l'un envers l'autre une attitude qui devient de plus en plus dérangeante. Donc on a l'impression par exemple dans le trailer que lui a envie de la tuer, elle aussi. Enfin, c'est très étrange et surtout, là où moi, ce qui me donne très envie de le voir, parce que la vue comme ça me chauffe pas plus que ça, mais c'est les retours qui en ont été faits. Tous ceux qui l'ont vu disent que ce film est ouf. Et j'adore Alison Brie, je trouve que le couple qu'elle forme avec Dave Franco a fait déjà plein de choses hyper sympas. Alors c'était plus dans le cadre d'interviews, de trucs sur les réseaux sociaux, etc. Mais Alison Brie, c'est une super actrice qu'on avait vue dans Community et dans d'autres choses, bien sûr. Donc rien que pour elle et puis même pour son couple avec Dave Franco, j'ai envie d'aller voir ce film. Mais le pitch, tout ce qu'on en dit autour, ça a l'air vraiment d'être un ovni et ça a l'air vraiment d'être un ovni quali à voir. Mais on a peut-être un des gros films de 2025 là. T'en penses quoi toi de Together ? En vrai, j'en sais rien. Celui-là, le pitch n'est pas un truc qui me parle particulièrement. Par contre, si on sent qu'il y a vraiment un engouement cinéphile et que le film vaut le coup d'un point de vue vraiment réalisation, ambition, j'irai, mais j'irai pas pour juste le pitch. Mais on sent qu'il y a une tentative de faire un film indé, ça peut me chauffer. Ouais, très gros film aussi le 27 août, parce que son réalisateur, c'est pas un clown, c'est Darren Aronofsky, son nouveau film qui sort donc le 27 août, qui s'appelle Pris au piège avec Austin Butler, donc on avait vu plus récemment dans Dune 2, mais qui est l'acteur qui monte et qui monte et qui monte, qui n'arrête pas de monter. On a également Zoé Kravitz, que moi je trouve être une actrice absolument brillante. Et dans ce film, d'ailleurs, je suis très content qu'elle joue dans un film d'Aronofsky. Le truc de Pris au piège, c'est quoi ? C'est un ancien pro de baseball, si je dis pas de bêtises, qui tombe dans le crime. Alors c'est à New York dans les années 80-90. Ça a l'air très solide. Et puis c'est Darren Aronofsky, donc Requiem for a Dream notamment. The Wrestler, etc. Donc The Fountain. Donc forcément immense réalisateur. On est intrigué forcément, mon cher Greg, non ? Oui, curieux. Et Daniel ? Curieux. Là, ça fait quelques films que tu t'es endormi là, Daniel. Là. Daniel dit pour les gros muscles d'Aronofsky. Alors ouais.
Et enfin, on termine la liste des films par le nouveau film de Jay Roach qui sort le 27 août, qui s'appelle La Guerre des Roses, avec Benedict Cumberbatch, Olivia Colman. Voilà, c'est une comédie. C'est une comédie qui a l'air très chouette, avec une comédie portée par Cumberbatch et Olivia Colman, qui sont quand même deux immenses acteurs et actrices. Enfin... moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors là, pour le coup, en termes de comédie, c'est peut-être celui-là que j'ai envie d'aller voir cet été, plus que les autres qu'on a cités précédemment. Ça te tente un film de... Alors, Jay Roach, il est habitué de ce genre de comédie américaine, mais une comédie avec Cumberbatch, Olivia Colman? Ça vaut le coup, franchement, casting 3 étoiles, ça me chauffe bien. Ok, bah oui, je suis d'accord avec toi. Daniel aussi, je suppose. Elle a dit pour les bras de musclés. Non, mais relou avec ses bras. Surtout que c'est toi qui dis ça en plus. Non, mais c'est terrible, c'est que en plus, je suis en train de me dire, mais elle m'énerve avec ses bras. Pourquoi elle me parle de ça à chaque film? Alors que je sais très bien qu'elle ne dit rien et que c'est toi qui dis tout depuis tout à l'heure. C'est quand même un truc de dingue. Le truc, donc, dans les commentaires, dites-nous quels sont les films qui vous intéressent le plus. Là, dans les mois qui arrivent, donc sur l'été, quel est le gros blockbuster? Alors déjà, première question, mon cher Greg, est-ce que tu trouves que c'est un été chargé et qu'il y a de quoi nous nourrir et potentiellement nous donner des gros films? J'ai l'impression qu'il manque un ou deux gros films, nouvelles franchises. Tu vois, de nouveaux trucs. Soit il manque une franchise à la Transformers, soit il manque un autre F1. Il manque un autre gros film, mais qui n'est pas une franchise. Et il nous manque un ou deux films de 50 millions de budget par là, qui a un film vraiment écrit avec un gros réal. Il nous manque un Spielberg. C'est chargé, mais c'est pas chargé de ce qui fait les meilleurs étés. Alors moi, je suis étonné du faible nombre de gros films pour public jeune. En dehors des Bad Guys, j'ai l'impression que c'est quand même assez léger. Alors il y a les Schtroumpfs. Peut-être que les Schtroumpfs, je sous-estime. Par exemple, aux États-Unis, les Schtroumpfs est le film pour enfants le plus attendu. Pour moi, les Bad Guys est le seul qui est très solide. Après, on va avoir cet été des films, tu vois, qui vont être comme Eddington, comme le film de Céline Song. On a des films qui sont le film Together avec Alison Brie, qui vont être des films qui vont pas être des blockbusters, mais qui vont être peut-être des ovnis, qui vont être des trucs très intéressants à aller voir. Donc en fait, je pense qu'il y a du cinéma là pour tout le monde. C'est-à-dire, on va avoir du gros blockbuster bien qui tâche avec le film des requins, avec du Jurassic World, avec du Marvel, avec du DC. On va avoir un vrai duel DC Marvel comme on en a eu. C'est quoi le dernier gros duel? C'est The Marvels contre The Flash, tu vois, ça envoyait du lourd. Et là, c'est un peu ça. Non, je trouve que c'est un été qui est au final très chargé, qui en plus est introduit par un mois de juin qui est aussi cinématographiquement parlant très animé, avec la sortie d'un Pixar, avec bien évidemment Lilo et Stitch qui était sorti précédemment. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc je suis plutôt content. On va passer du côté des séries, mon cher Greg. Quand même un petit mot dessus. Les séries. Alors je vais essayer de vous les faire dans l'ordre. Et alors du côté des séries, on va commencer par la fin du mois de juin, parce que ça sort là au moment où on vous parle. Peut-être même certaines sont déjà sorties. C'est le cas par exemple d'Ironheart, mais il y a pas mal de petits trucs à se mettre sous la dent. En tout cas, comme du côté des films, on va faire un focus sur les grosses sorties séries, bien évidemment. Autant au cinéma, par exemple, on les a pas cités, mais il y a des grosses pépites qui vont être des films beaucoup plus petits, qui vont sortir cet été et qui vont faire parler, qui n'étaient pas dans notre liste, juste parce qu'on s'est fait un focus sur les grosses sorties, voir un petit peu ce que Hollywood nous proposait. Là, on va faire pareil avec les plateformes et les grosses séries qu'ils nous proposent donc sur l'été. On commence avec Disney+, et dès le 25 juin, sur une diffusion sur 2 semaines, je crois.
2 semaines seulement, au rythme de 3 épisodes par semaine, la série Ironheart, donc sur Disney+. Le personnage de Riri Williams, donc qui est celle qui devient Ironheart et qu'on a déjà vu dans notamment Wakanda Forever, qu'on a vu aussi dans What If, mais bon là c'était de l'animé. Série qu'ils essayent vraiment de vendre du côté de Disney+. Dans la promo, on a Robert Downey Jr. qui intervient, qui fait des trucs rigolos, inaner. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu es intrigué par cette série Ironheart, mon cher Greg? Eh bien, mon cher Guerre, c'est une série qui, bizarrement, m'intrigue un peu, mais j'ai du mal à croire qu'elle va nous surprendre par de la qualité. Les personnages ont les défauts des séries qui n'ont pas marché ou des films qui n'ont pas marché de chez Marvel. Le personnage a l'air un peu, pour l'instant dans les trailers, hein, c'est peut-être pas du tout le cas dans la série, mais un peu insupportable, toujours sûr d'elle, arriver toujours avec comme ça un truc genre non mais c'est moi qui sais, nanana. Et derrière le truc c'est qu'il y a un personnage qui a l'air d'avoir aucun défaut. Le truc qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils ont réussi à nous recaler l'acteur de Solo, qui était censé avoir disparu. Les gens lui promettaient. Et Daniel me demande s'il y a des muscles. Écoute, il y aura des muscles en métal. En tout cas, mon cher Kerr, je lui donnerai sa chance. Tu parles en acteur de Solo de Alden Ehrenreich, j'en ai parlé dans les films là qui sortent cet été. Il est aussi à l'affiche du film avec Josh Brolin. Ça reste un bon acteur. Hein. C'est vrai que Solo a mis un coup dans son évolution, mais on l'a vu notamment dans Oppenheimer de Nolan. Moi, ce qui m'intrigue dans cette série, honnêtement, je l'attends pas des masses. Ça fait pas du tout partie des séries qui m'intéressent. Dans le casting, on a aussi Anthony Ramos qu'on avait vu dans Twisters il y a pas longtemps. C'est un casting. Non, c'est pas une série qui m'intrigue. Le seul truc qui m'intrigue, c'est la présence du méchant qui est The Hood, qu'on n'avait pas encore vu dans le MCU. Donc ça, c'est cool. Le personnage de Riri Williams, je l'ai pas trouvé détestable dans Wakanda Forever. Mais est-ce que fondamentalement voir une série sur ce personnage-là m'intéresse beaucoup? Non, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je vais la regarder parce que voilà, déjà elle est courte et puis au moins je pourrais me faire un avis dessus. Mais ça fait pas partie de mes très grosses séries de l'été là, clairement. Voilà. Par contre, mon cher Greg, je l'attends beaucoup plus qu'Ironheart. Elle sort une journée seulement après. D'ailleurs, elle doit être sortie là au moment où vous regardez aussi la vidéo. C'est la saison 4 de The Bear sur Disney+, la série avec Jeremy Allen White notamment, Ayo Edebiri et d'autres. Série, moi, que je trouve formidable. Donc, sur les aventures de Carmi, chef cuisinier qui... reprend le restaurant de son frère qui est décédé et qui le transforme complètement après 3 premières saisons que j'ai trouvé très réussies. Alors il y a beaucoup de gens qui ont tapé sur la saison 3. Moi, j'ai trouvé très réussi aussi. La saison 3, la saison 2 a eu des moments de... Il y a des moments de brio dans The Bear où il y a des épisodes qui vont être des chefs-d'œuvre. Le cousin Richie qui va faire son stage dans un restaurant dans la saison 3, dans la saison 2, un restaurant qui est dirigé par Olivia Colman, cet épisode où il y a le truc de Every Second Counts. Moi, j'ai trouvé cet épisode complètement fou. L'épisode, bien évidemment, de Noël aussi, mais on en avait déjà parlé des très nombreuses fois, mais il y a des épisodes de The Bear qui ont fait l'objet de très nombreux articles pour dire à quel point ils étaient fous, etc. Enfin, le début avec Nine Inch Nails, je l'ai mal dit, mais je suis fatigué là. Au début de la saison 3, pareil, la musique. Enfin, il y a plein de choses dans The Bear qui sont
complètement ce que j'aime en série télé. Donc moi, la saison 4, je l'attends énormément. Et visiblement, elle sort là, le 26, en France, tout d'un coup, parce que c'est une vraie stratégie de la part de FX de sortir ces séries d'un coup. Et le truc, c'est que la saison 3 était sortie avant aux États-Unis. On avait dû attendre quelques semaines en France pour la voir. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas sur la saison 4. Donc tant mieux. Donc moi, ça c'est très clairement une des très grosses attentes de l'été. Est-ce que de votre côté aussi, ou tu l'as pas vu toi, mon cher, mais vraiment je te conseille de sauter dessus. Hein. Est-ce que tu as envie de la voir? Est-ce que ça fait partie de tes trucs que tu veux voir? J'avoue que non. Je suis une série sur la cuisine. Ça me chauffe pas tant que ça. Je passe déjà c'est plus sur le fonctionnement d'un restaurant. Sur le fonctionnement d'un restaurant qui cuisine. C'est honnêtement, ça me parle pas. Je sais pas quoi te répondre. Peut-être la série est exceptionnelle, tout le monde le dit et tout. Donc j'ai vu des chefs qui disaient exactement ça. Nanana, tout ça super. J'ai jamais réussi à me chauffer sur la série. Et j'ai vu le premier épisode et je me suis dit oh ok. Alors le premier épisode et le début de la série est très dur à. Enfin c'est très dur de rentrer dans The Bear parce que le truc qui m'a marqué. Le truc qui m'a... Mais non, pas du tout, je te parle du premier épisode. Le truc qui m'a beaucoup marqué dans les premiers épisodes, c'est quand même le fait qu'ils passent leur temps à s'engueuler. Et c'est vrai que c'est pas forcément le truc que t'as envie de voir, tu vois, pour te détendre. Mais une fois que tu connais les personnages, que t'es dans le truc, franchement, cette série, c'est un bijou. Autre série qui sort le 27, donc un jour après The Bear, c'est la fin. Ça y est, c'est fini. La dernière partie de Squid Game. Donc la saison 3, même si on va dire que la saison 2 et la saison 3 ne sont qu'une seule saison coupée en deux. Donc voilà, on saura comment ça se termine. Squid Game, moi, j'avoue que j'ai été... la saison 2 n'est pas mauvaise, mais elle est décevante. Elle prend pas assez de... c'est marrant, l'affiche, le jeu du calamar. Traduit, j'avais jamais vu. Le truc, c'est que la saison 2 essaye d'innover sur certains points, mais on sent vraiment qu'elle marche dans les pas de la première. Il y a moins d'effets de surprise. Le casting est aussi beaucoup moins réussi dans la saison 2. Donc, j'étais quand même assez déçu. Même si on peut souligner la qualité de l'interprétation de l'acteur qui joue le maître du jeu là. Mais j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine. Toi aussi, mon cher Greg? Complètement. C'est une série qui m'a donné envie de continuer, donc il n'y a aucun doute sur le fait que j'ai envie. Alors là, pour l'instant, en dehors d'Ironheart, je vais parler de 2 séries qui vont continuer. Hein. Là, il y a une nouveauté, ça déboule le 10 juillet sur Netflix, ça s'appelle Too Much. Et la créatrice de cette série n'est pas n'importe qui, puisque c'est Lena Dunham qui avait fait la série Girls, qui est une des séries cultes, qui est sortie il y a quoi 10-15 ans notamment, qui a lancé Adam Driver. Voilà. Là, on repart sur une série un peu dans le même style. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop creusé sur l'histoire. Je vais découvrir le truc au fur et à mesure. Elle sait ce qu'elle fait et elle le fait bien, Lena Dunham. Donc Girls, c'était excellent. Là, en plus, on récupère Andrew Scott qu'on avait vu dans Fleabag et aussi dans Sherlock. C'est celui qui joue Moriarty. Donc, voilà, ça fait partie des sorties à suivre et qui pourrait être un des succès de Netflix cet été. J'enchaîne, sauf si tu veux dire un mot dessus, mais par contre je pense que la série suivante que je vais évoquer, toi, va t'intéresser davantage. Moi aussi. Passe direct à la suite. C'est Fondation, la saison 3 qui débute sur Apple TV le 11 juillet. Donc l'adaptation des ouvrages de Asimov, qui est très librement inspiré, mais qui tient, je trouve, vraiment la route pour l'instant. Moi j'ai bien aimé les 2 premières saisons. Alors la grande nouveauté, pour ceux qui ont lu les bouquins, c'est l'apparition du personnage du mulet, voilà, ça vous parlera peut-être. Dans cette saison 3, tu l'attends énormément.
énormément, mon cher Greg? T'as été vraiment satisfait des 2 premières saisons? Alors, je l'attends, oui. Et est-ce que j'étais satisfait des 2 premières saisons? Non. Car c'est une série qui est... Je n'ai pas fini la saison 1, c'est pour vous dire. C'est une série sur ce que j'ai vu qui a l'air d'être une très bonne série SF. Mais j'ai mais vraiment beaucoup aimé les bouquins Fondation. Et c'est juste trop dur de voir quelque chose qui s'appelle Fondation et qui a un vague rapport lointain avec les livres, qui n'adapte pas peut-être ce qui me paraît être les éléments les plus importants, mais ça n'empêche pas que Fondation, pour quelqu'un qui n'aurait pas lu les livres, moi je trouve que ça a l'air d'être super super chouette. Mais là, les personnages qui sont importants sont pas ceux qui sont importants dans les livres, du coup les histoires qui sont racontées sont pas les mêmes. Les enjeux personnels ne sont pas les mêmes. Les moments où les livres disent « Attention, là, c'est un segment important », c'est pas du tout traité de la même manière. Donc, c'est très, très dur de faire la gymnastique, de se dire les livres que j'aime bien, mais c'est autre chose. Mais je me suis toujours dit en laissant passer plus de temps avec les livres, peut-être que ça m'aidera. Mais l'arrivée du mulet... me donne très envie, parce que là en fait c'est le moment où dans les livres on passe de livres un peu théoriques, très science-fiction dur à science-fiction action. C'est plus facile, sans doute plus facile à adapter. Et encore une fois, la réalisation, elle est exceptionnelle de ce que j'ai pu voir de Fondation. L'idée qui est pas du tout dans les livres, l'idée de l'empereur qui a ses clones et tout, c'est une super bonne idée. C'est juste que d'un seul coup, c'est trop loin de mon point de vue de la série, des livres, pardon. Mais c'est le problème de l'adaptation trop libre. Tu vois, moi, ça m'a fait la même chose avec Silo. J'adore le livre Silo. J'ai vu le début de la série, j'ai eu beaucoup de mal à continuer parce que la série a pris beaucoup de libertés, et des libertés qui, à mon sens, n'apportaient rien de positif. Là, moi, n'ayant pas lu Fondation, j'ai trouvé les 2 premières saisons très quali. En effet, en termes de mise en scène, c'est ouf. Jeu d'acteur aussi. Donc, on est sur une très bonne série. Donc, c'est pas la série que je vais attendre le plus. Tu vois, cet été, je vais être bien plus intrigué par un The Bear, par d'autres séries que je vais évoquer après. Tu vois, mais... ça reste quand même un gros événement de l'été pour Apple. Autre série pour Apple que j'ai pas citée, c'est Smoke, qui est une série un peu dans la veine de Only Murder in the Building, avec Jurnee Smollett et Taron Egerton. Il y a un très très beau casting dans cette série aussi. Ça a l'air d'être une série à suivre attentivement. Je reviens sur les autres séries avec le mois d'août maintenant. Et on passe maintenant au mois d'août pour les séries. Il n'y en a pas beaucoup, mon cher Greg, que je vais citer là. Je vais faire vite, parce que je sens que vous fatiguez tous là. Donc faisons les choses bien. Avec l'événement le 13 août du mois. Alors, en tout cas, me concernant, c'est Alien Earth, bien évidemment, sur Disney+. Le pitch, je ne le connais pas. J'ai pas vu le trailer. Je sais juste que c'est les aliens qui arrivent enfin sur Terre, ou un alien qui arrive enfin sur Terre, parce qu'il est au singulier. C'est hyper intriguant, donc j'ai très envie de le voir. Le mec qui est derrière cette série, donc Noah Hawley, est quand même un mec qui a fait d'excellentes séries, puisqu'il a bossé sur Fargo, il était derrière Légion, qui était quand même une très bonne série aussi. Je suis très intrigué, j'adore l'univers alien. J'étais très déçu de certaines ressortes. J'ai été déçu de Romulus, très honnêtement, très déçu de Covenant. J'ai été très agréablement surpris par ce qu'a fait Disney Plus sur Predator avec Prey, et puis bien évidemment Killers of Killers. Donc j'ai envie de croire que là ça va être une bonne série. Moi je suis hyper chaud. Toi aussi ou pas ? Je suis pas un gros fan d'Alien. Typiquement, si tu me la recommandes, je la regarderai sans doute. Mais j'avoue que et en plus, j'aime bien le côté très condensé de... c'est un film qui te met la sauce et tout. Je sais pas à quel point tu peux tenir ce genre de tension sur une série. Autre série qui va commencer sa diffusion, mon cher Greg, au mois d'août, c'est à partir du 6, c'est Platonic sur Apple TV+. Donc avec Seth Rogen et Rose Byrne. La première saison était
quand même très cocasse. C'est une comédie, c'est à voir, c'est sur des amis qui, bon, on le sent, on pourrait peut-être être un peu plus. C'est pas mal Platonique. Ça fait partie des séries sympatoches d'Apple TV+. C'est pas la meilleure. Et je termine par l'événement série de l'été. Hein, on peut pas le nier, puisque c'est la saison 1 a réalisé les plus grosses audiences de toute l'histoire de Netflix. C'est mercredi, donc la saison 2, qui commence avec sa première partie le 6 août. Voilà, donc on retrouve Jenna Ortega, bien évidemment, mais elle joue au casting, et je vais arrêter là-dessus, hein, c'est Lady Gaga, voilà, qui sera dans la série. On a aussi Steve Buscemi, tiens, qui est dans la série, la saison 2 de mercredi. Donc voilà, c'est l'événement série qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il faut bien reconnaître que du côté de Netflix, là, ils sortent un mastodonte, et on verra d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui se demandent si la série va faire mieux en termes d'audience que la saison 1. Il faut quand même se rendre compte que il y a 240 millions de vues, je crois, sur la saison 1, et la deuxième meilleure audience de l'histoire de Netflix, c'est Adolescence, figure-toi, qui a détrôné Stranger Things. La saison 4 de Stranger Things, et elle est à 140 millions. Donc là, il y a... Voilà, mercredi, c'était très très lourd. Je vérifie juste les chiffres là comme ça. Non, je dis une bêtise, c'est même pas 240, c'est 250 millions de vues sur mercredi. Énorme. Donc voilà, Netflix est tranquille, peinard avec son mercredi. Qui sort cet été. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces sorties séries. Vous pouvez revenir bien évidemment sur les sorties films. Et je te laisse, mon cher Greg, dire le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est une petite anecdote comme ça sur le côté. Kerr m'a dit, écoute, moi je lui ai dit, je suis super chaud pour faire une vidéo goth. Kerr m'a dit, attends, j'ai préparé le dossier de l'été, tu vas voir. On fait un petit record rapide, vidéo, j'ai préparé tout va être comme ça. En 15 minutes, on a fait tout l'été, et tu vas voir. Et au final, son dossier, il fait moins de 3 heures. Et je me suis jamais lassé. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Ça, c'est la magie du technicien du dossier. Et ça, c'est beau. Du coup, franchement, de tout notre cœur, je voudrais dire merci à tous les gens qui... C'est pas parce que le contenu il est bien que vous êtes là. C'est vraiment parce que vous voulez nous dépanner. Parce que vous voulez nous aider. Et ça c'est beau. C'est le côté... Voilà, c'est pas parce qu'il fait chaud. On mouille le maillot, on est chaud. Et du coup, merci à tous. Merci à vous. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent financièrement et qui permettent des records aussi tardifs. Et de faire des vidéos comme ça sur le kiff. Merci à tous les gens qui juste partagent ou regardent ou commentent cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. Des bisous à tous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.